Bonjour à ceux que je n'ai pas encore vus. Je vais faire une présentation qui est un petit peu une sorte de tranche dans le travail qu'on mène avec le groupe Girafe en Suisse, puisqu'en fait on s'inscrit dans un souci maintenant qui a bientôt une vingtaine d'années, qui a une bonne vingtaine d'années, dans un système scolaire qui a progressivement, je la fais très courte, mais progressivement fait disparaître le jeu de l'école maternelle, en rendant l'école obligatoire, en lui astreignant des objectifs uniquement disciplinaires et à la frontière, voire même par moment, ça va un peu mieux maintenant, d'instaurer une évaluation sommative dès l'âge de 4-5 ans. Donc on est vraiment dans un système où on s'est construite, en fait je regarde Isabelle elle l'a fait avec moi, on s'est construite en réaction et en essayant de sauver quelque chose dans toute cette histoire-là. Avec une formation, c'est le point commun qu'on a avec vous, une formation qui fait une part très minime aux questions du préscolaire par rapport chez les enseignants et qui, aujourd'hui, j'en suis convaincue, même si elle augmentait un petit peu, ne fait jamais le contrepoids par rapport à tout le reste et donc crée une école qui n'est pas tout à fait adéquate par rapport aux besoins des enfants de cet âge-là. Donc, je vais revenir sur cette question de réussite éducative et comment nous, on est entré dans essayer de définir ce qu'on appelle des apprentissages fondamentaux, pas du tout au sens français, lire, écrire, compter, mais au sens de fondateur de la scolarité, et puis avec une porte d'entrée forte sur le jeu de faire semblant. Alors, quand on a interrogé régulièrement des enseignants, en fait, la question qu'on leur pose, c'est de penser à un élève dans leur classe, à 5 ans, à 6 ans ou même à 7 ans, pour lequel elles font l'hypothèse qu'il n'aura aucun problème ni à l'école ni dans sa vie future. C'est l'enfant qui correspond à tout ce qu'elles imaginent être un socle qui est prêt pour la suite. Et puis on leur demande de décrire cet enfant. Et ce qui ressort, c'est ce qui est en noir, c'est ce qu'elles nous disent, c'est un enfant qui a de l'intérêt, qui sait expliciter ce qu'il fait, qui mémorise volontairement, qui écoute, qui est à l'aise dans son corps, qui demande de l'aide, qui accepte la frustration et qui entre dans le monde symbolique. Alors nous, on a traduit en bleu un peu comment ça s'exprimerait en termes plus pédagogiques. Mais enfin, c'est intéressant parce qu'on se dit finalement, nos enseignantes, elles savent très bien qu'est-ce qui fait qu'un enfant est prêt pour la suite de sa scolarité, quand elles décrivent l'enfant qui va bien. Parce que quand on leur demande de nous décrire l'enfant pour lequel elles ont du souci, elles nous disent il ne connaît pas beaucoup de lettres, il ne sait pas la comptine numérique, et ce n'est pas du tout les mêmes dimensions qui sont relevées. Donc on est parti déjà depuis pas mal d'années là autour en se disant finalement, si c'est ça qui fait qu'un élève est prêt, c'est ça qu'il faut qu'on enseigne à l'école maternelle. Et puis alors on a fait un travail assez important, plus au niveau de recherche de littérature dans une perspective historico-culturelle pour essayer de définir ces choses-là un petit peu autrement. Et puis on s'est mis d'accord, alors c'est pas exhaustif, c'est quelques exemples. Un enfant qui est prêt pour suivre une scolarité qui lui convienne, qui soit bonne pour lui, c'est un enfant qui est capable de s'investir dans des apprentissages qui sont imposés par le programme de l'école. Comme il s'investissait dans des apprentissages qu'il choisissait. On prend toujours l'exemple qu'un enfant qui s'investit dans les apprentissages scolaires comme il s'est investi dans la marche, avec la sécurité, le fait qu'il est sûr qu'il y arrivera, avec la volonté d'y arriver, avec aucune peur de faire des erreurs, etc. etc. Donc on a à enseigner à l'enfant comment il transfère cette capacité qu'il a dès la naissance, mais dans des apprentissages qui sont imposés. Un autre apprentissage qui est très important et qui va être très lié au jeu, c'est cette capacité de ne plus être en réaction à ce qui se passe, de ne plus être otage de la perception, mais de pouvoir progressivement penser le monde en dépit de ce qu'il perçoit. Pour adopter progressivement différentes perspectives, déjà se rendre compte qu'on peut avoir plusieurs perspectives, adopter des perspectives d'autrui, voire à terme des perspectives disciplinaires sur des objets qui sont stables. D'agir volontairement et consciemment en portant l'attention de plus en plus sur ces processus de pensée, de développer son imagination parce que on ne peut pas agir par la pensée sans imaginer, on ne peut pas, et apprendre à l'école, c'est apprendre sans faire expérience.
Donc pour apprendre à l'école, il faut que je puisse faire des expériences par la pensée. Pour d'autres raisons aussi, je dois développer mon imagination pour pouvoir m'imaginer capable ou sachant des choses que je ne sais pas encore aujourd'hui. Ce serait un autre exemple. Et puis, une construction du sens des apprentissages scolaires au sens où on aimerait que l'enfant puisse comprendre en quoi ce qu'il va apprendre à l'école va constituer des outils qui vont le rendre plus performant, c'est-à-dire des outils qui vont lui permettre d'agir plus sur le monde, sur lui et sur les autres. Donc c'est vraiment cette dimension-là qu'on met au cœur des enjeux de l'école maternelle. L'enjeu, c'est pas qu'il apprenne à lire, mais c'est qu'il soit conscient de tout ce qu'il pourra faire quand il lira. C'est pas qu'il apprenne à compter, mais qu'il soit conscient de tout ce qu'il pourra faire quand il maîtrisera ces dimensions-là. Alors on s'appuie sur les fameuses activités maîtresses, comme tu les as nommées, ou qu'on appelle aussi activités directrices du développement. Et puis on se situe dans une période à l'école maternelle où l'enfant entre dans l'activité jeu de faire semblant, qu'il va devoir apprendre. Il va apprendre à jouer à faire semblant, parce que ça lui permettra déjà de mettre une première distance avec le monde qui l'entoure. Donc il va agir, pas encore par la pensée, il n'en est encore pas capable, mais il va matérialiser sa pensée en jouant à faire semblant. Donc c'est une première étape qui lui permet de se détacher justement de cette réaction à la perception ou à l'immédiateté, étape qui va aller jusqu'à l'abstraction si tout se passe bien après 12 ans. Mais c'est aussi, ce que ça nous dit aussi, c'est que quand on est dans une période avec une activité directrice, les autres activités directrices, les précédentes et les suivantes, elles cohabitent. Sinon, on n'est pas dans une période de transition. Donc, il y a encore de l'activité sensorimotrice, c'est évident. Et puis, on va aller vers l'apprentissage conscient et systématique, mais ce n'est pas l'activité de cet âge-là. Par contre, c'est une activité qui se prépare à l'âge du jeu de faire semblant, notamment en permettant à l'enfant de saisir le sens de ses apprentissages qui sont à venir, donc à le mettre dans le projet de ses apprentissages. Alors si je viens sur le jeu, puisque c'est l'objet du jour, pourquoi le jeu nous permet de répondre fortement à tous ces enjeux-là? Quand on parle de jeu de faire semblant, on parle vraiment d'une situation imaginaire qui est créée par les enfants ou par les joueurs. L'enseignant peut faire partie des joueurs. Donc la première chose, c'est que c'est une situation imaginaire. La deuxième chose, c'est que dans cette situation, les enfants adoptent des rôles et s'appliquent ou appliquent les règles qui correspondent aux rôles qui se sont attribués. Ils le font à la hauteur de ce qu'ils ont compris. Donc c'est un lieu dans lequel ils vont expérimenter, explorer, triturer ce qu'ils comprennent des rôles et des règles du monde dans lequel ils sont. Quand ils jouent à la maîtresse, on en parlait hier, quand ils jouent à la maîtresse, à 4 ans, la maîtresse, elle dit « tais-toi, lève la main, c'est juste, c'est faux », parce que c'est ça qu'ils sont en train de comprendre de ce qui se joue à l'école, même si la maîtresse n'est pas comme ça. La maîtresse qu'on regarde, c'est comme la maman qui gronde, c'est pas nous, mais c'est ça qu'ils comprennent et qu'ils sont en train de s'approprier. Alors qu'à 7-8 ans, quand ils jouent à la maîtresse, c'est plus du tout ça qui est mis en avant. La maîtresse à 7-8 ans, c'est celle qui invente des problèmes compliqués, avec des calculs impossibles à faire, ou avec des mots qu'on ne sait même pas comment écrire, enfin, etc., etc. Donc ça, c'est le premier élément. Là, on a un jeu d'une classe qui jouait à l'hôpital. Deuxième élément, alors je vais dans le même ordre que les schémas de Marinova, parce que ça nous permet, je trouve, bien de comprendre comment le jeu se construit et ce qu'il permet à chaque fois. Il y a cette première étape ou ce premier schéma qui est autour de l'objet qui permet à l'enfant d'être capable de détourner le sens d'un objet, c'est-à-dire que la signification de l'objet devient plus importante que ce que l'objet me renvoie. C'est plus la tasse qui me dit que je dois boire, mais c'est mon besoin d'un chapeau qui me fait prendre la tasse et la mettre sur la tête. Donc il y a un détachement de cette perception immédiate qui permet à l'enfant de commencer à agir par la pensée, donc de mémoriser, d'anticiper, d'imaginer progressivement, d'entrer dans l'abstraction. Ce qui est intéressant à cet âge-là, c'est que l'enfant ne peut pas être complètement dans une pensée conceptuelle, donc
il va mettre ces dimensions-là en action. Et l'objet qu'il va choisir pour remplacer un autre objet, c'est un objet qui lui permet d'agir comme s'il avait l'objet en question. Et là, vous avez un ambulancier sur la gauche qui a cherché une pédale pour faire accélérer son ambulance. Donc il s'est dessiné un volant et puis il est allé chercher la perforatrice pour pouvoir faire le geste de l'ambulancier qui conduit la voiture. Donc là, on voit comment on répond progressivement à ce besoin de l'enfant d'être capable d'agir en dépit de sa perception. Et puis, il va adopter des rôles et les règles qui sont liées au rôle, et ça va lui permettre d'apprendre à adopter différentes perspectives. C'est-à-dire, je reste moi, mais je regarde le monde comme si j'étais quelqu'un d'autre. Donc j'apprends à mettre des lunettes différentes pour regarder la réalité qui m'entoure. Et puis évidemment, comme je le fais toujours en interaction avec d'autres, je dois négocier ces perspectives. Parce que ce serait déjà le cas pour les objets, hein, si je vous dis que ça c'est une baguette magique, eh bien si je ne vous le dis pas, vous ne pouvez pas le savoir. Donc il faut qu'on se mette d'accord pour pouvoir transformer ce monde imaginaire. Et c'est la même chose pour les rôles. Ça va se négocier dans l'interaction. Je ne peux pas être un docteur si je n'ai pas de malade. Et je ne peux pas être une maîtresse si je n'ai pas d'élèves. Au pire, je vais mettre des poupées pour faire les élèves, mais j'ai besoin de cette interaction. Et puis c'est comme ça que l'enfant va progressivement apprendre à éprouver des émotions et à développer son empathie. Ce qui est extraordinaire dans le jeu, et je vais déjà un peu sur la suite, mais ce qui est extraordinaire dans le jeu, c'est que l'enfant, il devient conscient de ce qu'il fait puisqu'il décide d'être un docteur, puisqu'il décide de transformer un objet en baguette magique, etc. Donc ça devient de plus en plus conscient, y compris au niveau des émotions. Et ce qui est extraordinaire quand on joue, c'est qu'on peut être content d'être fâché. Donc vous voyez tout ce que ça permet, la densité que ça permet en termes de développement pour l'enfant. Et puis progressivement, on va avoir des scénarios qui se développent, des scénarios de plus en plus complexes. Et ces scénarios, ils sont conduits par celui qui est en train de jouer, au début en même temps, hein, et on dit voilà, que j'avance dans la forêt, puis que je rencontre le loup. Et progressivement, c'est des scénarios qui sont négociés en amont. Et on va aller jouer, on dira qu'on va au château, et que tu seras le chevalier, etc., etc. Et donc on voit que ça permet à l'enfant d'être à la fois l'acteur et le metteur en scène de ce qu'il est en train de jouer. Donc ça lui permet de développer des capacités à s'auto-réguler, des capacités de type métacognitive, et ça lui permet aussi de prendre l'habitude de porter son attention sur les processus qui guident l'action et pas sur l'action seulement. Donc on voit bien ce détachement progressif. Ensuite, un autre élément qui nous paraît essentiel par rapport au jeu, ça c'est quand l'enfant sait jouer, quand il a un certain nombre de capacités à mener des scénarios complexes à plusieurs, c'est qu'il va utiliser ce lieu d'abord pour imiter, puis pour transformer, pour comprendre ce qu'il est en train de vivre, comme je vous parlais de la maîtresse tout à l'heure, mais aussi il va le faire pas seulement avec ce qu'il est en train de vivre en termes d'expérience, comme dans le cas de l'hôpital, où vous voyez un enfant qui passe dans le scanner, vous avez un autre qui est sur le lit des malades, enfin, etc. C'est une classe qui a joué à l'hôpital pendant, je pense, 2 mois, donc ça c'est... Ils ont invité une infirmière, un ambulancier, ça s'est nourri et ça s'est grandi. Mais aussi, dans le jeu, il va commencer à faire usage des outils culturels qui sont disponibles, comme il les comprend. Et il va en faire usage plutôt au niveau justement du sens, de la fonction. C'est pas grave si je ne sais pas écrire, mais je peux avoir une intention de scripteur, même en faisant semblant d'écrire. Donc la dimension je suis en quelque sorte libéré des dimensions techniques. Je peux aller sur la Lune alors que je ne sais pas conduire une fusée. Je peux entrer dans les fonctions et dans les sens des choses parce que je suis libéré d'autres dimensions. Et puis là, on a 2 exemples. À gauche, vous avez une petite fille qui joue à la maman avec sa copine. Donc c'est tous des enfants qui ont 4-5 ans. Hein. C'est maternel. Chez nous, c'est mélangé. 4 et 5 ans sont dans la même classe. Qui explique à sa fille, donc à sa copine qui joue la petite fille, que lundi, t'as l'école, jeudi, t'as l'école, mais samedi, t'as pas l'école, dimanche, t'as pas l'école. Et on voit comment elles explorent
cette question du temps et finalement à quoi ça sert d'apprendre les jours de la semaine, c'est vraiment utile parce que comme ça, je sais quand j'ai l'école et je sais quand j'ai pas l'école. Et puis à droite, vous avez 2 petits garçons qui jouent aux espions, qui sont cachés sous le bureau de la maîtresse, c'est leur cachette d'espions. Et ils ont fait un plan de la classe avec la cachette, le bureau dans lequel ils sont, les différents bureaux des copains et les chemins à parcourir pour pouvoir espionner la classe sans être vus. Donc on voit des enfants qui s'approprient vraiment le sens de à quoi ça sert d'avoir un plan. Un plan, c'est pour savoir où je suis, pour savoir où je vais, pour anticiper un trajet. Et puis la dimension canonique du plan, elle est secondaire là, puisqu'ils sont en train d'investir justement cette dimension-là. Et c'est vraiment ça que j'essaie de dire au début, ce qu'on doit transmettre, ce qu'on devrait transmettre de notre point de vue, c'est ça, c'est le sens de ce qu'on est en train d'apprendre. Ils apprendront bien assez tôt à mettre le nord en haut et le sud en bas, c'est pas ça l'urgence en fait par rapport à la question du... Et puis enfin, eh bien le jeu de faire semblant, c'est pour ça que je l'appelle faire semblant, pour marquer mon ancrage vygotskien, en opposition au jeu symbolique qui est plus d'ancrage piagétien, parce que pour Piaget, le jeu doit disparaître au profit d'une pensée rationnelle, alors que dans la perspective vygotskienne, le jeu de faire semblant s'intériorise et devient un outil de ma propre pensée. Hein, c'est pour ça que Vygotsky disait l'imagination de l'adolescent, c'est le jeu mais sans l'action. Et donc, apprendre à faire semblant, c'est aussi des outils qui sont requis par l'apprentissage scolaire. À l'école, je dois faire semblant tout le temps. Je dois faire semblant de raconter mes vacances en faisant attention de ne pas faire de fautes d'orthographe. Et puis le pauvre gamin qui croit qu'on lui demande vraiment ce qu'il a fait pendant les vacances, il se plante parce qu'il n'a pas compris que ce n'était pas du tout la règle du jeu de l'école. Donc on est tout le temps en train d'adopter des rôles, de s'autoréguler, de s'autoguider. Et ce sont pour nous vraiment des apprentissages fondamentaux qui sont particulièrement favorisés par le développement du jeu, de faire semblant. Alors à l'école, on reconnaît là, maintenant je bascule un peu du côté plutôt de l'adulte, quoique ça concerne aussi l'enfant, mais les fonctions du jeu de faire semblant à l'école, c'est tout d'abord une fonction de reconnaissance, puisqu'on donne une place à l'enfant où on reconnaît ce qu'il sait, ce qu'il a, on lui laisse un espace pour montrer, pour être celui qu'il est et investir les apprentissages qu'il a décidé ou qu'il a choisi d'explorer, en tout cas pendant un temps. Ça a une fonction d'intégration puisque, on en a aussi beaucoup parlé hier, dans ces moments de jeu, les différences entre les élèves, l'hétérogénéité qu'ils peuvent avoir dans leurs apprentissages, eh bien, elle n'est pas problématique, elle va se jouer autrement. Les places de chacun peut trouver sa place, pour le dire autrement, mais d'une manière différente. Il a une fonction développementale, j'en ai assez parlé. Il a une fonction de réinvestissement, c'est ce que je viens de vous montrer, parce que s'il n'y a pas un espace dans lequel l'enfant peut explorer ce qu'il est en train d'apprendre, eh bien ça risque de rester des apprentissages extrêmement superficiels. On va avoir des enfants qui répètent, qui mémorisent, qui appliquent, mais qui n'ont pas la possibilité d'expérimenter dans des situations qui sont authentiques pour eux, en faisant semblant, à quoi peuvent leur servir ces différents apprentissages qu'ils sont en train de construire. Et puis, en écho avec ce qu'on a entendu ce matin, une fonction de révélateur, puisque en observant le jeu de l'enfant, l'adulte a accès, Vygotsky le disait, en regardant le jeu, l'adulte a accès à l'enfant de demain, puisque dans le jeu, l'enfant prend des risques et va au-delà de ce qu'il pourrait faire ou ce qu'il pourrait expérimenter dans des situations plus ordinaires. Alors si on va maintenant, pour conclure, j'arrive bientôt à la fin, du côté de l'enseignant, on sait, donc le jeu c'est un lieu idéal pour observer, repérer des ressources, repérer des acquis, des intérêts, ce que comprennent les enfants, ce qu'ils investissent, etc. Ce qu'on a entendu sur la documentation pédagogique, pour moi ce matin, ça résonne à 200% là, à ce niveau-là. Et puis ce qu'on sait aussi, c'est que c'est les Anglais qui ont fait pas mal de recherches sur aller voir comment travaillent les écoles maternelles qui sont considérées de haute qualité, c'est-à-dire en Angleterre sont considérées de haute qualité les écoles maternelles dont on a pu repérer que les enfants qui en sortent dans les degrés suivants ont plus de chances, toutes choses égales par ailleurs, ont plus de chances de réussir scolairement. Et ce qui a été observé, c'est que
on observe dans ces classes-là que quand les enfants jouent, on retrouve les éléments de ce qui est appris par ailleurs. Donc, ça nous indique que les enfants construisent du sens à ce qu'on est en train de faire avec eux, puisqu'ils le réinvestissent dans leur jeu. Mais on retrouve aussi dans la planification de ce que fait l'enseignant ce qui a émergé du jeu en termes de besoins et d'intérêt de la part des enfants. Et nous, dans nos travaux, quand on forme, on fait des formations avec des enseignants qui sont déjà enseignants, qu'on suit pendant 2 ans, à peu près une journée par mois, en alternance. On les prend, ils vont dans leur classe, des fois on va avec eux dans les classes, et on les accompagne pendant 2 ans pour qu'ils osent lâcher et ouvrir un espace de jeu, un vrai espace de jeu, pas des coins où on s'inscrit, mais un espace dans lequel on peut transformer la classe, on peut explorer le monde du jeu. Eh bien, on est à la 8e volée, on est à peu près à 160 enseignants qu'on a suivis. Chaque fois, on leur demande de nous identifier les 3 éléments qui ont changé dans leur pratique. Et ce qui ressort massivement, mais vraiment massivement, c'est que quand elles ont laissé les enfants jouer et qu'elles ont appris à observer le jeu des enfants, elles les connaissent beaucoup mieux. Et quand elles disent qu'elles les connaissent beaucoup mieux, elles disent surtout qu'elles ont découvert qu'ils avaient beaucoup de ressources. Et qu'en fait, souvent, quand elles suivaient leur programme, elles les bêtifiaient parce qu'elles faisaient avec eux des choses dont ils n'avaient pas nécessairement besoin. Mais c'est dans le jeu qu'elles ont pu voir qu'elles n'avaient plus à avoir peur par rapport à où elles devaient les emmener, puisque en s'appuyant sur les ressources des enfants, elles arrivaient à aller beaucoup plus loin. Et dans les mêmes travaux, je ne l'ai pas mis là, la deuxième dimension qui ressort aussi très très fortement, c'est qu'elles ont des classes qui sont apaisées, avec des enfants qui gèrent très bien les conflits tout seuls entre eux. Ils ont beaucoup moins besoin de l'adulte pour réguler leurs conflits, beaucoup moins de problèmes de comportement et un niveau d'attention et de concentration beaucoup plus élevé dans les autres moments que les moments de jeu. Et c'est questionnant par rapport à aussi ce qu'on a discuté un peu hier, c'est que la peur de l'heure de jeu qui va empiéter sur autre chose, et puis en fait c'est exactement l'inverse, l'heure de jeu va non seulement pas empiéter, mais elle va faire en sorte que les autres moments sont beaucoup plus profitables pour les enfants. Alors je vais conclure sur ce qu'on appelle finalement, où on en est aujourd'hui par rapport à notre didactique des apprentissages fondamentaux, où on essaie d'identifier ce qui devrait être enseigné, et en premier lieu le jeu de faire semblant, puisqu'on reçoit à l'école des enfants qui ne savent pas jouer, et que c'est probablement particulier, puisque je pense que nos mères et nos grands-mères n'avaient pas le souci d'enseigner le jeu de faire semblant, puisque les enfants apprenaient à jouer avec d'autres, en bande, à l'extérieur, sans surveillance, etc. Et nous, on a à se poser cette question-là, pour pouvoir saisir ou provoquer des opportunités d'apprentissage. Et je reprends la formule de Marinova que j'aime beaucoup. On n'est pas en train de jouer pour les faire apprendre, on est vraiment en train de leur montrer que apprendre, on va apprendre pour jouer. Ça veut dire que les apprentissages vont nous permettre de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire dans nos jeux, parce que justement l'apprentissage est au service devient un outil de mes propres capacités à agir, et particulièrement à agir dans le jeu. Voilà, je vais aller un petit peu plus vite, puisque sinon on n'a pas le temps de discuter. J'insisterai aussi sur la question de la perspective des enfants, et je pense que le jeu est un endroit privilégié d'accès à la perspective de l'enfant. C'est un endroit qui est privilégié d'accès pas seulement à son intérêt, mais aussi à ce qu'il est en train d'explorer et ce qu'il a vraiment décidé d'apprendre, et puis ce qu'il a compris de ce qu'il est en train d'apprendre. Voilà, je vous remercie pour votre attention.